Bonjour et bienvenue dans cette première masterclass de santé, entrepreneuriat et valorisation, le podcast qui donne la parole aux aventuriers qui font la santé de demain. Je suis Meriadec Guignard, pharmacien et amoureux d'entrepreneuriat. Santé, entrepreneuriat et valorisation est un podcast que je publie toutes les semaines et vous retrouverez tous les éléments dont je parle en note de l'épisode. Pour que la health tech aille encore plus loin et encore plus vite, il faut des aventuriers et des aventurières qui l'explorent, mais il en faut aussi qui l'accompagnent. Bertrand, avocat au sein du cabinet Aramis, en fait partie. Il assiste des entreprises et des investisseurs français ou étrangers dans leurs opérations de création d'entreprise, de partenariats stratégiques, d'investissement, etc. Dans le cadre de ses missions, il intervient à tous les stades de la vie des entreprises, que ce soit de la création aux étapes de développement et de croissance en externe. Mais Bertrand, c'est surtout un passionné de sciences et de technologie qui conseille particulièrement les entrepreneurs et investisseurs dans les secteurs de l'innovation, avec une prédilection pour la santé. On a donc décidé de vous faire une masterclass sur les levées de fonds en santé. Elle sera diffusée en plusieurs épisodes afin d'en alléger le contenu. Dans cette première partie, nous parlerons donc du cycle de financement d'une start-up, de la typologie des investisseurs, du process, mais aussi du rôle de l'avocat. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ce qui fera la santé de demain. Salut Bertrand, et tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette masterclass avec moi sur la levée de fonds en santé. Et pour commencer, la question rituelle à laquelle tu t'attends sûrement, peux-tu nous dire depuis quelle ville travailles-tu ? Bonjour Meriadec, merci de m'avoir invité pour cet épisode de ton podcast. Je travaille à Paris et pour ceux qui connaissent, mon bureau donne sur l'Opéra de Paris, le fameux Opéra Garnier. Je travaille dans un cabinet d'avocats qui s'appelle Aramis et qui compte une trentaine d'avocats spécialisés dans les différents domaines du droit des affaires pour une clientèle d'entreprises de toute taille, mais également d'investisseurs. Que ce soit en France ou à l'étranger. Et depuis quand tu fais ce métier, justement ? Je fais ce métier depuis 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans. J'ai d'abord une première expérience à l'Office européen des brevets à Munich, en Allemagne. Et ensuite, j'ai démarré ma carrière dans des cabinets d'avocats internationaux. Le premier était Hogan Lovells, le second Reed Smith, et j'ai rejoint le cabinet Aramis, qui est un cabinet indépendant, mais avec un réseau de cabinets à l'étranger avec lesquels on travaille quand nous avons des opérations internationales. C'est à peu près la moitié de notre activité. Et j'ai souhaité rejoindre ce cabinet pour justement sa dimension entrepreneuriale, puisque c'est ce que j'aime, à la fois dans ma pratique, entreprendre, mais aussi chez mes clients qui ont cet esprit d'entreprendre. Ok, et un peu plus largement, justement, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le métier d'avocat et ensuite, il me semble, à te spécialiser un petit peu dans la health tech ? Il y a 3 choses, je pense, qui m'ont amené à ce métier. D'abord, il y a une diversité dans ce métier. Je ne travaille pas pour une entreprise en particulier, mais pour plusieurs clients qui sont différents. C'est ce qui m'amène à rencontrer des gens différents, des opérations différentes, des projets différents, avec à chaque fois des enjeux qui sont également différents. Ça donne une certaine richesse d'avoir cette diversité dans les sujets qu'on est amené à traiter. Après, je crois qu'il y a aussi une certaine ingéniosité qui est liée à cet aspect technique du métier. Ça demande de bien connaître, bien sûr, le droit, mais aussi la pratique, les pratiques qu'on appelle de marché, par exemple, et puis de faire preuve d'imagination pour à chaque fois répondre au mieux aux attentes du client et à l'opération que l'on a en face de nous. Et le dernier aspect qui est important aussi dans ce métier, et c'est ce qui me plaît également, c'est l'aspect humain évidemment. Au-delà des dossiers et du droit, ce sont beaucoup de relations humaines qui se créent et qui se jouent. Et à partir du moment où le client nous investit de sa confiance pour l'accompagner dans un projet qui lui tient à cœur, eh bien, on doit tout mettre en œuvre pour y parvenir à ses côtés. Et l'humain est partout, que ce soit nos clients, mais aussi les interlocuteurs que l'on a en face, les confrères ou les parties avec lesquelles nos clients sont amenés à négocier. C'est encore plus vrai dans l'entrepreneuriat health tech,
heu et il est parce qu'il est question justement d'améliorer, la santé et les porteurs de projets dans ce domaine sont, très sensibles à l'impact de leur projet justement. Si je n'avais pas été avocat, je serais certainement devenu, scientifique. J'ai toujours aimé les sciences de la vie. C'est donc une manière de concilier les 2. Bah, tu me fais faire la transition, idéale, parce que tu viens de dire justement que tu avais choisi un petit peu de travailler chez Aramis parce qu'ils ont une approche entrepreneuriale qui t'intéresse et donc on va rentrer un petit peu dans le gros du sujet directement et donc comment se finance une start-up aujourd'hui? Il n'y a pas de voie vraiment tracée pour, le financement d'une start-up. Ça dépend beaucoup, du projet, du secteur d'activité également. Les besoins en financement ne sont pas les mêmes, si on développe un médicament ou si on développe, une application santé digitale, par exemple. Ça dépend aussi beaucoup des objectifs des fondateurs. Certains fondateurs ont, l'ambition de développer une très grande entreprise, à l'échelle nationale, européenne, peut-être internationale. D'autres, souhaitent effectivement avoir une entreprise à taille, raisonnable et n'ont pas cette ambition de se développer, outre mesure. Donc il n'y a pas vraiment de voie tracée, mais de façon générale, on peut dire qu'il y a 3 moyens de se financer, en plus des fonds bien sûr que les fondateurs vont apporter. Il y a d'abord tout ce qu'on appelle les grants, qui sont des subventions ou des prix. Les subventions sont accordées par exemple par, les régions, par, les collectivités, territoriales, par, l'Union européenne également. Il y a aussi les prix. Les plus connus d'entre eux sont, iLab et iNov par exemple. Et puis ensuite, il y a la possibilité d'avoir des prêts ou des avances remboursables en tout ou partie, en fonction du taux de succès, du projet que l'on a fait financer par ces avances. Et dans les prêts, ça peut être des prêts par, les banques, ça peut être aussi des prêts sous forme de crowdfunding et ça peut être des prêts également, accordés par exemple par, BPI France ou des prêts d'honneur par, un certain nombre de réseaux de prêts d'honneur type, Initiative Entreprendre ou Réseau Entreprendre. Hem et puis enfin, la dernière façon de se financer, c'est de faire appel à des investisseurs. C'est ce qu'on appelle vraiment la levée de fonds auprès, d'investisseurs et la grande différence donc entre ces différents moyens de se financer, c'est que si vous faites appel à des investisseurs, c'est un financement qui est dilutif, alors que si vous faites appel à des subventions, à des prix, à des prêts ou à des avances, ce sont des financements qui, eux, ne sont pas dilutifs. Quelle est la grosse différence? Quelle est globalement la différence entre les financements dilutifs et les financements non dilutifs? Le financement dilutif est celui qui va, amener à une dilution pour, les fondateurs. Ils vont, obtenir des fonds auprès d'investisseurs. Cet investisseur va prendre une participation au capital et donc automatiquement, les fondateurs vont voir leur propre participation au capital diminuer, ce qu'on appelle la dilution. Prenons un exemple, 3 fondateurs qui ont chacun, 33 du capital. S'ils font entrer un investisseur, au capital et que celui-ci a 10, chacun va être, dilué d'autant et donc n'aura plus 33 mais 30. À l'inverse, les financements non dilutifs n'entraînent pas cette, dilution justement. Soit, c'est, sans contrepartie pour, la société en termes, d'argent, c'est-à-dire que la société, si elle obtient un prix ou, heu une subvention, n'a pas à rembourser. Soit c'est une avance remboursable ou un prêt et à ce moment-là, c'est la société qui doit elle-même rembourser cet engagement. Le financement, lui, qui est dilutif, n'a pas cette contrepartie pour la société. L'investisseur va simplement obtenir un retour sur investissement quand il vendra sa participation, comme les fondateurs. Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients à choisir l'une ou l'autre des 2 voies? Il y a, souvent pour le fondateur, l'inconvénient du financement dilutif, c'est cette dilution évidemment. Mais il ne faut pas simplement voir, l'aspect dilutif de ce type de financement. Le financement, dilutif, ça permet aussi de lever des fonds, heu, d'un niveau plus important souvent que les financements non dilutifs. Ce qu'on voit assez souvent, c'est que, les financements et les tours de table de sociétés, de start-up, peuvent panacher les 2.
elles vont au début faire appel beaucoup à des financements non dilutifs, puis après se tourner vers des financements dilutifs et elles peuvent mixer les 2. Elles peuvent au sein d'un même tour de table avoir une partie de non dilutif et puis ensuite compléter avec du dilutif. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier justement et il y a, souvent des sociétés qui, ayant obtenu un prix, vont obtenir plus de crédibilité et vont pouvoir ensuite compléter auprès, de fonds d'investissement, par exemple. Donc, il ne faut pas forcément opposer les 2. C'est une question de stratégie de financement aussi, et donc les investisseurs, doivent, enfin les fondateurs doivent effectivement se poser la question, quelle est leur stratégie en termes de financement de leur start-up? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment ça se passe, les levées de fonds successives? Est-ce qu'il y a un ordre à respecter? Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une feuille de route à respecter, des guidelines à respecter? Ça se fait de façon successive, effectivement. Ça, c'est le mot important. Il ne s'agit pas de créer une start-up avec un projet et de se dire: «Voilà, j'ai un plan sur 5 ans et sur 5 ans, il me faut X millions d'euros et je vais aller lever les X millions d'euros dont j'ai besoin». Le financement se fait étape par étape en fonction du développement, de la start-up. Il y a souvent ce qu'on appelle la phase d'amorçage ou de pré-amorçage, hein, le seed ou le pré-seed. Et puis ensuite, on va passer à des phases de série A, de série B, de série C, peut-être même s'introduire en bourse par la suite. Et tout ceci intervient en fonction du développement de la société et donc de ses besoins de financement qui vont être de plus en plus importants. Donc c'est effectivement de façon successive qu'on lève des fonds pour des montants toujours de plus en plus importants et à mesure que la société aussi prend de la valeur. Et donc, par exemple, les startups que tu accompagnes, les entreprises que tu accompagnes, est-ce que tu as une idée du nombre de levées de fonds moyennes qu'elles réalisent au cours de leur vie? J'ai pas fait de calcul, je sais pas combien exactement, elles ont réalisé de tours de table. Je pense pas qu'il y ait une voie toute tracée d'ailleurs. Il y a des sociétés qui n vont avoir besoin de beaucoup de fonds pour se développer et donc elles vont certainement avoir plus de tours de table que d'autres qui ont des besoins moindres. Hem, Si on prend par exemple, il me vient en tête, la société, DNS Crypt, heu, pratiquement tous les ans ces derniers temps, elle a fait une levée de fonds. Elle a fait une levée de fonds en seed, il y a 4 ou 5 ans, puis une série A l'année suivante, puis une série B l'année d'après. Donc ça peut être un cycle rodé. D'autres vont, peut-être faire du non dilutif justement, de façon plus importante, peut-être de temps en temps compléter avec du dilutif. Donc c'est difficile en tous les cas de donner, une moyenne. Ça dépend encore une fois vraiment du projet des fondateurs, de leurs objectifs, et puis, du développement de la start-up. Une start-up par exemple, qui, ne va pas s'adosser à un industriel pour se développer, aura besoin de lever plus de fonds auprès d'investisseurs. Si elle s'adosse assez vite à un industriel, à un laboratoire pharmaceutique, à un fabricant de dispositifs médicaux, à ce moment-là, l'industriel va porter, une part importante des financements et la start-up aura donc moins besoin d'aller voir des financeurs tiers. Et à propos de la typologie des investisseurs et notamment en santé, est-ce qu'il y a une spécificité dans ceux qui investissent en santé? En santé, on retrouve des investisseurs qu'on retrouve dans d'autres secteurs et puis c'est vrai qu'il y a des investisseurs spécifiques à la santé, ils sont, dédiés à cela, et c'est encore plus vrai depuis, la crise que nous avons connue où il y a, une émergence, d'investisseurs et de fonds, qui sont injectés dans la santé. Hem, il y a au tout début ce qu'on appelle la love money, qui n'est pas propre à la santé. C'est les fonds que les fondateurs vont pouvoir obtenir auprès de la famille ou des proches, en complément, des fonds que les fondateurs ont eux-mêmes apportés. Ensuite, il y a, ce que l'on appelle les business angels, qui sont soit des, entrepreneurs ou, d'anciens entrepreneurs, des personnes qui ont une carrière d'investisseurs, qui souhaitent effectivement investir une partie de leurs finances dans des startups. Il y a des business angels qui sont indépendants, il y en a d'autres qui se créent sous forme de clubs ou d'associations et puis il y en a qui sont propres, à la santé et
le plus connu d'entre eux, c'est Angel Santé en France. Il y a également ce qu'on appelle les family office. Cette fois-ci, ce sont des fonds qui sont créés par des familles, pareil, des familles qui ont un patrimoine à investir, parce que, il y a dans la famille des entrepreneurs, et donc ils décident de créer leur propre structure d'investissement, et certains peuvent effectivement décider d'investir, dans la santé. On trouve aussi de plus en plus les plateformes de crowdfunding. Pendant un temps, les plateformes de crowdfunding, en bon français, le financement participatif, étaient, très dédiées à l'immobilier. Et de plus en plus, on voit des, plateformes, qui, ont une part importante de projets dans la santé, et dans la santé au sens très large, hein. Ça peut être, les dispositifs médicaux, la santé numérique, et à ce moment-là, il peut s'agir soit, de financement sous forme de prêts. Dans le jargon, on parle d'emprunts obligataires, parce que la start-up va émettre des obligations, qui seront souscrites par, les investisseurs en crowdfunding. Donc c'est un prêt qu'il faut rembourser avec un taux et une échéance donnée. Ça peut être aussi une prise de participation, au capital. Et puis après, il y a les fonds d'investissement. Alors là, il y en a une pléthore effectivement. Certains sont purement privés, d'autres sont publics, régionaux, d'autres sont, corporate, c'est ce qu'on appelle les corporate ventures, c'est-à-dire que ce sont des fonds qui sont adossés à des industriels, encore une fois type, labo pharma, fabricants de dispositifs médicaux ou autres, qui décident, d'avoir une activité d'investissement dans leur secteur, de prédilection. Et puis, la dernière source de financement, ce sont bien sûr, les marchés financiers. On a vu beaucoup de biotech, s'introduire en bourse, et tout dernièrement, la bonne annonce française, ça a été l'introduction, de Valneva, au Nasdaq, qui s'était déjà introduite, en France et qui là a levé, plus de 70 millions d'euros. OK, bah, top. Bah, merci pour cette réponse. Donc maintenant, on va se concentrer un petit peu plus sur la levée de fonds dilutive, donc le propos de cet épisode. Et ce que je voulais savoir en 1er lieu, c'est est-ce qu'il y a un process à suivre, un process particulier pour s'engager dans une levée de fonds dilutive? Le processus peut se dérouler, on va dire, en 5 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle le roadshow, et je dirais qu'il y a aussi le pré-roadshow. Le roadshow, c'est, la rencontre entre, la start-up, les fondateurs, et puis les potentiels investisseurs qui pourraient, investir dans la start-up. Je fais une distinction entre le roadshow et le pré-roadshow, parce qu'il est toujours bon pour une start-up, d'avoir des contacts avec des investisseurs, de ne pas attendre le moment où elle souhaite lancer une levée de fonds pour prendre contact avec des investisseurs. Et donc ces contacts peuvent se nouer lors d'événements professionnels, de salons, de rencontres, d'événements associatifs ou autres. C'est ce que j'appelle le pré-roadshow. Le jour où la start-up souhaite lancer, sa levée de fonds, il lui est beaucoup plus facile, d'aller voir les investisseurs qu'elle aura pu identifier, avec qui elle aura pu nouer des contacts, qu'elle aura peut-être même pu tenir au courant, de son évolution. Hem, Ensuite, une fois le roadshow terminé, les investisseurs qui sont toujours en course vont émettre ce qu'on appelle une LOI, une letter of intent, en bon français, une lettre d'intention. C'est un document sous forme de lettre qui va, indiquer les conditions sur lesquelles l'investisseur est prêt à examiner, l'opportunité de faire l'investissement. Et puis ensuite, la start-up va donner accès, à ses investisseurs ou à certains d'entre eux, elle peut faire une sélection aussi à ce stade, à un certain nombre d'informations et de documents qui la concernent, pour que les investisseurs puissent réaliser ce qu'on appelle les due diligence, c'est-à-dire des audits, pour vérifier que tout va bien et pour que les investisseurs puissent confirmer, leur décision d'investir dans la start-up. À l'issue de ces due diligence, il y a l'étape de la binding offer, c'est-à-dire la lettre d'offre ferme, où cette fois-ci, l'investisseur qui est toujours en course, qui est toujours intéressé, va confirmer, sa décision d'investir, et il va, poser dans cette lettre, les bases de son investissement. Et puis après, il y a bien sûr une phase de négociation,
sur les conditions d'investissement et on arrive à la dernière étape qui est ce qu'on appelle le signing et le closing. Le signing, c'est le moment où on signe la documentation liée à l'investissement et le closing, c'est le moment où on réalise l'investissement, c'est le moment où la startup obtient les fonds. Les deux peuvent intervenir au même moment ou pas. Parfois, il peut y avoir des conditions à réaliser avant d'arriver jusqu'au closing. Ok, je pense que c'est très très clair. Mais tu me fais penser à d'autres questions un petit peu subsidiaires justement sur chacune de ces étapes. Et donc une première sur le roadshow. Je voulais savoir à peu près combien d'investisseurs une startup doit rencontrer pendant cette étape de roadshow ou combien elle va en rencontrer. Si on parle vraiment du roadshow et non pas du pré-roadshow, euh, encore une fois, c'est assez variable. Je connais des startups qui n'ont pas eu besoin de rencontrer beaucoup, peut-être parce que justement elles avaient fait ce travail de pré-roadshow et elles étaient déjà sensibilisées euh, aux investisseurs qui existent sur la place. Et elles ont su, le moment où elles ont voulu lancer leur processus de levée de fonds, auprès de quel investisseur il fallait pitcher. D'autres, par contre, ont pu en rencontrer beaucoup, 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 avant de réussir à en convaincre, avant aussi que le fit passe, parce que ce n'est pas qu'une question de somme d'argent, c'est aussi une question de relations humaines. L'investissement, et donc la période de roadshow est importante pour ça, c'est un peu comme une phase de recrutement finalement. Euh, comme comme un chef d'entreprise qui va recruter un salarié, c'est la même chose. Il faut savoir que quand on fait un investissement, on s'engage ensuite sur à peu près 5 ans, peut-être plus, de relations entre fondateurs et investisseurs. Donc c'est un aspect qui est important. Euh, donc certaines startups ont pu effectivement avoir des facilités à identifier rapidement leurs potentiels investisseurs. D'autres ont dû en rencontrer plus et ça a pris plus de temps. C'est assez variable, encore une fois. Également, j'ai entendu parler des NDA. Je voulais savoir ce que c'était un petit peu plus en détail et est-ce qu'il y a un intérêt à en signer, du coup, des NDA? Est-ce que c'est obligatoire? Et quelle est leur valeur? Le NDA, donc, ce qu'on appelle le Non-Disclosure Agreement, donc en bon français un accord de confidentialité. J'essaye toujours d'ailleurs quand j'ai des clients qui ne sont pas forcément familiers de la pratique et du jargon, d'employer les termes français ou en tous les cas de traduire tous ces cycles pour que ce soit plus facile pour eux. Donc le NDA, c'est cet accord de confidentialité. Euh, il n'est pas obligatoire. La loi prévoit un devoir de confidentialité pour toutes les parties à des négociations, à des pourparlers. L'objectif du NDA, c'est simplement de préciser la loi, parce que la loi, elle tient en un article du Code civil. Le NDA va donc dire quelles sont les informations qui sont confidentielles, quelles sont les obligations des parties quant à cette confidentialité. Dans quel cas le document n'est pas considéré comme confidentiel? Typiquement, si l'information est publique, le document à ce moment-là n'est pas confidentiel. Quelle est la durée également de la confidentialité? Et qu'est-ce qui se passe une fois que les négociations sont terminées? Est-ce qu'il faut restituer, détruire les informations confidentielles? C'est ça en fait l'objectif du NDA, c'est de préciser ce que la loi ne précise pas. Dans la pratique, ça dépend du type de levée de fonds. Pour des levées de fonds où il y a des échanges d'informations des deux côtés, parce qu'on va s'adosser à un fonds de corporate venture peut-être, à un industriel, il peut y avoir un NDA. Ce que moi je vois souvent, c'est que cette étape est un peu squeezée, parce qu'il y a un pacte de confiance qui s'établit entre l'investisseur et les fondateurs. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le NDA, si on veut en signer un, il faut qu'il intervienne très rapidement. Or, à ce stade, on ne sait pas très bien quel est le projet. Donc, si on est fondateur et que on veut signer un NDA, ça veut dire qu'on va demander à l'investisseur à qui on n'a pas dit grand-chose du projet, avant que je vous en dise plus, signez d'abord un NDA. Ça peut effectivement ne pas être forcément incitatif pour examiner le projet. Il faut savoir que les investisseurs reçoivent plusieurs de projets d'investissement. Si on arrive en disant avant, veuillez signer le NDA,
Ça veut dire qu'on va passer du temps sur le NDA, consacrer, de l'argent aussi à sa rédaction. Bon, est-ce que d'un point de vue tactique, c'est la meilleure façon de procéder? Pas forcément. Il faut savoir qu'un investisseur aurait beaucoup à perdre à violer une confidentialité pour sa réputation sur la place. Donc finalement, le pacte de confiance, dans la plupart des cas, remplace, le NDA écrit. Tu as évoqué juste, tout à l'heure la LOI, donc la lettre d'intérêt. Quel est justement son intérêt dans le processus, de levée de fonds? Il y a des LOI qui sont, très développées, d'autres qui sont beaucoup plus courtes. Encore une fois, ça dépend du type, de levée de fonds. Par exemple, si on a, un business angel qu'on a identifié et on sait que c'est avec lui qu'on va faire l'investissement, bon, la LOI peut parfois tenir, sur quelques pages. Dans d'autres processus de levée de fonds et notamment des processus compétitifs, c'est-à-dire on va rencontrer, plusieurs investisseurs potentiels et à la fin, on va retenir ceux que l'on considère intéressants. À ce moment-là, la LOI a bien sûr un intérêt. La LOI, va d'abord mentionner quelle est la valorisation de la startup. De la valorisation de la startup va dépendre le pourcentage, que va obtenir l'investisseur au capital. Et ça donne lieu évidemment, à des discussions entre fondateurs et investisseurs sur le niveau de valorisation. Hem Ensuite, on va retrouver, les termes également de l'investissement. Quel est le type d'instrument que l'investisseur, souhaite souscrire? Est-ce que ce sont des actions ordinaires, des actions de préférence? Est-ce qu'il souhaite des mécanismes de protection de son investissement? Genre dans des termes techniques, mais, par exemple le ratchet, par exemple une liquidation préférentielle? Est-ce qu'il y aura des clauses de good ou de bad liver? Quel sera, de façon résumée, le contenu, du pacte, d'associés? Heu, donc on peut avoir ce degré de précision aussi, dans la LOI et quand on est dans un processus compétitif où on a fait appel à plusieurs potentiels investisseurs, la LOI permet de comparer les offres. Il ne faut pas s'arrêter sur uniquement la valorisation et le montant investi et le pourcentage que l'investisseur demande. Il faut aussi regarder tous ces autres termes, qui sont bien sûr plus juridiques, mais qui sont la frontière entre le juridique et le financier. Et donc évidemment, c'est des sujets qui peuvent donner lieu à discussion et à négociation. Tu as évoqué aussi précédemment les due diligence et je voudrais savoir comment ça se déroule. C'est vrai que j'arrive pas trop à conceptualiser comment elle se déroule et surtout combien de temps ça dure cette phase un petit peu d'audit? Il arrive que la LOI mentionne justement le calendrier du processus et il y aura une rubrique à ce moment-là sur la durée, des due diligence. On est assez enthousiaste, assez optimiste au moment où on signe la LOI, donc on prévoit souvent un calendrier assez court. Hem, Ce qu'on voit en pratique, c'est que les due diligence, ça peut durer un mois environ. Si ça dure, plus de 2 mois, c'est qu'à ce moment-là, il y a peut-être un problème de transmission d'informations pour pouvoir faire les audits. Ou alors, c'est que, côté investisseur, il n'y a peut-être pas toute la rapidité et tous les moyens mis en œuvre pour examiner l'ensemble des documents. Mais les due diligence, c'est une période, du processus de levée de fonds, heu, pendant laquelle les investisseurs vont avoir accès à un certain nombre d'informations collectées par, la start-up. Ça va porter sur, des aspects financiers. Il peut y avoir effectivement, ses comptes, ses business plans. Il va y avoir des informations, plus, juridiques également. Quelle est la structure de son capital? Est-ce que, il y a des instruments dilutifs qui ont été émis? Ça, c'est intéressant aussi pour l'investisseur, qu'il sache, quel sera son pourcentage, in fine dans la société. Le volet, bien sûr, la propriété industrielle est très important. Un investisseur va investir s'il est certain que, la start-up a bien, les droits pour exploiter son projet. Donc ça fait l'objet aussi, de vérifications. Quelle est, la pertinence, des brevets? C'est pas tout d'avoir un brevet, il faut aussi que le brevet soit bien ficelé, que ce qu'on appelle les revendications, c'est-à-dire ce sur quoi il porte, soient bien rédigées, qu'il n'y ait pas d'empiètement sur d'autres potentiels brevets. Tout ceci fait donc l'objet d'examens par, des professionnels, qui sont plus profil, ingénieur par exemple. Hem
Et puis vous allez avoir des informations sur, s'il y a des salariés, le droit du travail, sur, la fiscalité aussi, notamment quand, les startups font appel au crédit d'impôt recherche. Tous ces aspects-là sont donc vérifiés pour être sûr que, il n'y a pas de cadavre dans le placard, il n'y a pas de risque pour l'investisseur. S'il y a des choses qui sont identifiées, ça peut faire l'objet à ce moment-là peut-être de garanties de la part des fondateurs ou de régularisation aussi. C'est d'ailleurs important quand on est start-up, quand on est fondateur, de faire une pré-vérification avant de tout mettre en due diligence, de faire un peu sa propre analyse et faire le nettoyage le plus possible pour éviter que ça se retrouve en due diligence, surtout quand ce sont des choses qui peuvent être régularisées ou nettoyées. Est-ce qu'il y a un lien avec les data rooms? Donc j'ai entendu parler des data rooms et je voulais savoir justement s'il y a un lien avec les due diligence. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on ouvre une data room et quelle est son importance plus particulièrement dans les projets de santé? La data room était à l'origine en fait une pièce physique dans laquelle on mettait tous les documents. C'est pour ça qu'elle porte ce nom. Aujourd'hui, ça se présente sous forme de, plateforme numérisée. Il y a des prestataires qui font ça. Par exemple, DataSite le fait, il y en a d'autres, hein. Parfois, on voit aussi des Dropbox. Ce qui est à éviter, c'est la data room sous forme d'envoi de documents par email, parce que là, on s'y perd beaucoup. Il vaut mieux avoir un espace, avec une arborescence, heu et on donne accès aux investisseurs et aux conseils de l'investisseur à, cette data room. Ça a un coût aussi, hein, les prestataires bien sûr se rémunèrent sur ce type de prestation. Hem, il est important de, bien la construire quand on est, start-up. Il faut, la construire, de façon organisée pour éviter que, ceux qui vont devoir regarder les documents perdent du temps à trouver l'information. Donc souvent, il y a une arborescence bien construite par thème. Mettre également les documents qui sont attendus et éviter de mettre des documents qui n'ont pas d'intérêt. Il m'arrive parfois d'avoir des data rooms dans lesquels, il y a des documents, on n'en voit pas du tout l'intérêt et donc ceux qui sont utiles sont noyés dans la masse, du reste. On peut parfois aussi trouver des documents qui, ne sont plus en vigueur, par exemple. À ce moment-là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur, la pré-vérification que la startup doit faire. Est-ce qu'on n'a pas, renouvelé le contrat? Auquel cas, on met le contrat en vigueur. Ça évite que l'investisseur, une fois la data room ouverte, pose la question en disant: «Ce contrat n'est plus en vigueur, est-ce que vous pouvez nous envoyer celui qui l'est?» Voilà. Des petites choses de perte de temps, que l'on peut anticiper, en construisant bien, sa data room. Il arrive parfois que, les investisseurs, donnent ce qu'on appelle une request list. Donc c'est une liste de tous les documents qu'ils souhaitent voir en data room. Ça peut être détaillé avec plus ou moins de précision, et à ce moment-là, quand on est fondateur, c'est plus pratique parce qu'on sait ce que l'investisseur attend, et on peut effectivement demander, à son avocat des précisions quand on ne sait pas très bien quel est le document qui est demandé. On peut se faire assister par son avocat sur la construction de la data room pour être sûr de mettre les bons documents qui sont attendus. Pour continuer un petit peu dans le process de la levée de fonds dilutive, tout à l'heure tu as évoqué la binding offer, donc l'offre ferme si je me trompe pas. Quels sont les éléments indispensables qu'elle doit contenir et quels sont les points d'attention à avoir pour ceux qui vont signer une binding offer? La binding offer, s'il y en a une, parce qu'il y en a pas toujours, par exemple, si, on a fait le processus avec un investisseur et que, au final, on souhaite toujours faire, l'investissement avec lui et qu'il est toujours, disposé à le faire après les due diligence, il n'y a pas forcément, de lettre d'offre ferme. On peut passer directement à la négociation de la documentation. Quand il y a en tous les cas une binding offer, on va retrouver à peu près le même contenu que dans la, lettre d'intention, mais cette fois-ci, c'est la différence entre les 2 documents, la binding offer est ferme, elle est engageante. Donc ce qu'on va retrouver, c'est encore une fois, la valorisation, le montant qui est investi, quel est le pourcentage que, l'investisseur, demande en contrepartie. Et puis on va retrouver, résumé, ça peut faire l'objet de term sheet, hein, les termes du pacte, d'actionnaires, les différents mécanismes que j'évoquais tout à l'heure. Mais la différence, encore une fois, c'est que cette fois-ci, c'est ferme.
C'est plus soumis à condition de vérifier en data room si tout est bien, et cetera. OK, donc ça arrive après dans le processus et bah, tu disais qu'on peut justement shunter cette étape-là et passer directement à la négociation. Donc, comment se déroule une négociation de façon un petit peu peut-être, basique? Il y a la négociation sur, la lettre d'intention. Hem, il y a ensuite la négociation sur la binding offer quand il y en a une et puis il y a la négociation sur la documentation d'investissement. Dans la négociation, il y a 2 sujets. Il y a les sujets qui sont financiers et ça porte surtout sur la valorisation de la start-up et donc quel est le pourcentage que l'investisseur va obtenir en contrepartie. Ça fait appel à, des données financières, au business plan de la société. Donc je rentre pas davantage, dans ces sujets-là, mais bien sûr, c'est important. Et puis, il y a la négociation juridique qui, elle, va porter sur, les termes de l'investissement. Hem, c'est, résumé au sein de la lettre d'intention, puis c'est confirmé dans la binding offer quand il y en a une, sous la forme donc de term sheet. Et puis ensuite, on passe à l'étape de la rédaction de la documentation. Les term sheets ne sont qu'un résumé sous forme de tableau en général des principales clauses qu'on va retrouver dans la documentation de l'investissement. Et la négociation se fait, heu, avec les avocats. Les avocats rentrent à ce moment-là. Ça peut être des discussions entre confrères directement, ça peut être des discussions, heu, en réunion plénière, c'est-à-dire en présence des clients avec les avocats. Et puis, il peut y avoir aussi des sujets qui sont discutés entre principals, on appelle ça. C'est-à-dire les clients eux-mêmes vont discuter de certains sujets. Par exemple, ils peuvent discuter de sujets plus délicats, plus sensibles, type évidemment la valorisation. Hem, et dans cette négociation, il va donc y avoir des allers et des retours. Hem, on peut se passer, ce qu'on appelle des markups, entre parties et entre confrères. Le markup donc, c'est, la lettre d'intention, la binding offer, le term sheet ou la documentation d'investissement, heu, dans laquelle, la partie et son avocat vont insérer leurs commentaires. Jusqu'à ce qu'au final, on trouve un accord. Ce qui est important dans la négociation, c'est que ça doit être, heu, gagnant-gagnant. Si, on part après une négociation en se disant: «Bon, j'ai un peu perdu la négociation», c'est un peu dommage parce qu'il faut pas perdre, de vue que quand on réalise un investissement, on s'engage sur, comme je disais tout à l'heure, 5 ans, peut-être plus. Donc c'est important que les bases, hem, soient gagnantes pour, les 2 et la négociation permet justement de trouver, un terrain d'accord, sur, des positions qui parfois peuvent être divergentes. Et donc l'ultime moment de tout ce processus, c'est donc tu l'as évoqué tout à l'heure, le signing et le closing. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à savoir sur ce moment-là? C'est le moment où, effectivement, on boit une coupe de champagne, même si maintenant ça se fait de plus en plus, de façon, numérisée, la crise étant passée par là, il y a de plus en plus, recours à la signature électronique. Le signing, et le closing, je fais souvent le parallèle avec le moment où on achète une maison, pour que mes clients comprennent bien, ce qui se cache derrière ces termes. Le signing, c'est le moment où on signe le compromis et le closing, c'est le moment où, quand on est, acheteur, on obtient les clés et quand on est vendeur, on obtient le chèque. Ces 2 étapes peuvent avoir lieu en même temps. Parfois, il peut y avoir un signing d'abord, on signe la documentation d'investissement et puis il y a un certain nombre de conditions suspensives à réaliser et à ce moment-là, le closing n'a lieu qu'après. Le signing, donc on signe la documentation. Qu'est-ce que c'est que la documentation? Eh bien, on va retrouver bien sûr, l'émission, des instruments financiers que l'investisseur va souscrire et via lesquels il va donc injecter de l'argent dans la société. Il y a donc effectivement des procès-verbaux, par exemple, de décisions, d'associés pour émettre les actions ordinaires, de préférence, ou autres mécanismes. On va bien sûr retrouver, le pacte d'actionnaires et puis on peut retrouver, des promesses, de vente, d'achat qui peuvent donner,
une liquidité ou couvrir des cas de sortie de manager, par exemple. Et le closing, c'est le moment donc où on réalise le tout, et donc ça se traduit ensuite par le versement des fonds sur le compte de la startup. Bah donc justement, on voit dans tout ce processus que l'avocat il a un rôle primordial. Tu l'as évoqué dans les négociations, mais quelle est plus largement la place de l'avocat dans l'accompagnement de la startup, donc dans la levée de fonds comme on vient de le voir, mais peut-être aussi un petit peu plus largement dans la vie de la startup tout simplement. On voit souvent, c'est l'image d'Épinal, hein, de l'avocat, comme étant le pompier, que l'on va voir quand on a un problème pour éteindre l'incendie. Ou alors on le voit, un peu comme, celui qui passe du temps à rédiger, des documents. L'avocat, en fait, n'est pas un pompier ou un gratte-papier. L'avocat a un véritable rôle de conseil et de négociateur. Hem et on est là en tant qu'avocat aussi pour faciliter la réalisation des deals. On intervient donc au stade de la lettre d'intention, pour justement, quand on est, côté fondateur, s'assurer que, notre client comprend bien d'abord, ce que l'investisseur demande. Il y a tout un travail de pédagogie qu'il faut faire. Hem, Est-ce qu'il y a des risques, qu'ils soient juridiques ou business? Et puis identifier, les leviers de négociation, puisque c'est une question de négociation ensuite pour trouver, comme, je l'évoquais tout à l'heure, un point d'accord. Donc ça se fait au moment de la lettre d'intention, ça se fait au moment de la binding offer quand, il y en a une, et puis évidemment en amont du signing pour établir toute la documentation qui doit être signée. Il y a évidemment le pacte d'actionnaires, mais pas seulement ce document-là, même si c'est celui-là que, on connaît, le plus souvent. Et puis, l'avocat intervient aussi au moment du closing pour réaliser, l'opération. Donc il y a ce travail de conseil et il y a également ce travail de négociateur. Il m'arrive souvent, de, négocier, hors la présence, de mon client. Je vais avoir mon confrère, et je vais échanger avec lui sur, les modalités d'investissement, voir, qu'est-ce que l'on peut trouver comme solution, qu'est-ce que de part et d'autre on propose, qu'est-ce qui est acceptable pour l'un, qui n'est pas pour l'autre, et cetera. De sorte, encore une fois, à identifier, ce terrain, d'entente. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut, voir le rôle de l'avocat, qui est un rôle beaucoup en coulisses évidemment, hein. Hem et ce qui est intéressant quand, on accompagne des startups, c'est de pouvoir les accompagner sur le long terme, d'être là, dès la création et puis de les accompagner au fur et à mesure de leur financement, de leurs tours de table successifs. Hem, Ça permet de suivre leur développement et donc de comprendre aussi beaucoup mieux, les enjeux qu'ils ont. Et une question peut-être un petit peu candide, comment bien choisir son avocat? Est-ce qu'il y a une particularité à choisir un avocat spécialisé dans son domaine, donc là en l'occurrence la health tech? Est-ce que tu peux nous révéler un petit peu les secrets d'un avocat pour bien choisir un avocat? C'est comme tout praticien. Je dirais que la première chose, c'est la confiance. Il faut qu'il y ait une relation de confiance qui se noue et donc il faut avoir confiance en son avocat, parce que c'est important pour se sentir accompagné ensuite dans la suite du processus. Il faut pouvoir dire, ce qui, nous va pas dans le processus, de négociation. Il faut pouvoir se confier à lui pour qu'ensuite il puisse mener, son mandat de négociation. Donc première chose, c'est, de sentir chez son avocat, qu'on peut lui faire confiance, qu'on se sent bien, qu'on se sent à l'aise, qu'il est à l'écoute. La deuxième chose, c'est important dans, le droit des affaires, c'est d'avoir un sens business. Hem, En tant qu'avocat, je suis bien sûr praticien du droit, mais du droit des affaires et donc je dois comprendre aussi quels sont les enjeux business, des opérations, que, mes clients font, et les contrats, les documentations d'investissement qu'ils sont amenés à conclure. Il ne s'agit pas juste de mettre une clause parce que ça fait joli ou parce que c'est ce qu'on prévoit en pratique. Il faut comprendre derrière quel est son sens business.
L'autre qualité, qui est importante, c'est la pédagogie. Alors, c'est variable d'un client à l'autre, évidemment. Il y a des clients qui sont, beaucoup plus aguerris que d'autres, qui ont déjà eu l'occasion de se familiariser avec les processus, de levée de fonds. Donc, eux auront peut-être moins besoin de cet effort de pédagogie que des clients qui sont, hem, hem, primo-leveurs de fonds. C'est leur première ou leur deuxième levée de fonds. Tous les termes qu'on a évoqués tout à l'heure, ratchet, LOI, term sheet, data room, ils ne sont pas forcément au courant de leur signification, donc il faut pouvoir expliquer ce que ça signifie. Et encore plus quand après on passe dans la technique, de l'investissement, où il peut y avoir des concepts financiers, il faut pouvoir expliquer tous ces concepts-là. Et après la dernière qualité, c'est la disponibilité, la réactivité. Hem, Encore une fois, quand on achète une maison, quand on vend une maison, on est pressé que ça se fasse. Eh bien pour, le processus de levée de fonds, c'est un peu la même chose. Il faut savoir que ça peut prendre à peu près 9 mois, peut-être 12 mois, si on compte du début à la fin. Hem Et pendant cette durée-là, il faut effectivement battre la mesure pour que le projet avance. Donc ça demande, une disponibilité et une réactivité, de l'avocat, et donc c'est important, que son avocat fasse preuve, de cette qualité-là. Et une petite dernière question pour finir. Comment te contacter si des auditeurs souhaitent justement faire appel à tes services pour leur accompagnement dans tout simplement l'accompagnement dans la vie de leur start-up ou dans une levée de fonds? Mon email, baederas@aramis-law.com, ou le téléphone, le 01 53 30 77 80, et je répondrai bien sûr avec plaisir. Parfait, je mettrai tout ça en description. Et merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions pour cette première partie de la masterclass sur la levée de fonds en santé. Merci Beriadec. Voilà, c'est la fin de cette première partie de la masterclass sur la levée de fonds en santé. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et évidemment, n'hésite pas à t'abonner à l'actualité du podcast sur LinkedIn ou directement via mon compte LinkedIn personnel, Meriadec Gagnard. Tu seras averti en premier dès que la suite de cette masterclass sera disponible. Évidemment, tu retrouveras toutes les notes de cet épisode en description. Tu peux aussi m'envoyer un message pour me dire ce que je pourrais améliorer pour ce nouveau format. Bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat santé et à la semaine prochaine pour continuer notre exploration.